Bonjour à tous. Je suis très heureux de vous parler aujourd'hui du mathématicien que j'ai étudié pendant 3 ans durant ma thèse, donc effectivement à l'université de Lille 1, où en toute rigueur je ne suis plus actuellement. Oui, pour voir les surfaces bouger. Ok, ça marche. C'est vrai que c'est magnifique. Voilà, donc Gaston Darboux, dont j'ai surtout étudié le début de la vie et des travaux, et donc c'est ce sur quoi je vais m'attarder aujourd'hui dans mon exposé, que j'ai décidé d'intituler Ovales, cyclides et surfaces orthogonales. On verra pourquoi. Les premières amours géométriques de Gaston Darboux. Alors, c'est vrai que je vais m'intéresser à ces travaux, mais avant tout, j'aimerais vous présenter le Darboux que j'ai appris à connaître, c'est-à-dire le jeune Darboux, le Darboux jeune nîmois, le Darboux lycéen, puis le Darboux étudiant normalien. Et c'est ce que je vous présenterai dans la première partie. Ensuite, je vais m'attarder sur les premières mathématiques de Darboux, donc, qui sont liées à une famille de courbes qu'on appelle les ovales de Descartes, et je montrerai pourquoi est-ce que ça a été primordial dans la suite de ces travaux, en lien avec ce qu'on verra dans la troisième partie, les surfaces orthogonales, et en particulier les cyclides, qui portent aujourd'hui le nom couramment de cyclides de Darboux. Et je verrai pourquoi, en fait, cette découverte a été majeure pour la suite des travaux de Darboux. Oui. Alors, Darboux, il est né à Nîmes, dans le sud de la France, la préfecture du Gard, le 14 août 1842. Il est né à 1h du matin, et évidemment, en ce temps-là, on n'était pas aussi précis sur l'heure, que sa maman disait qu'il était né dans la nuit, et finalement, Darboux lui-même, il a longtemps pensé qu'il était né le 13 août 1842. Donc si vous cherchez des papiers dans les archives officielles, vous allez souvent trouver signé de sa main qu'il est né le 13 août 1842. En fait, il semble qu'il se soit rendu compte seulement vers la fin de sa vie, je ne sais pas pourquoi, peut-être en ayant farfouillé lui-même dans les archives de Nîmes, qu'il était bien né le 14 août. Il est né dans la maison où ses parents habitaient, c'est-à-dire en fait dans la première petite maison qui se situe dans la rue Sainte-Castor, qui est une rue attenante à la cathédrale de Nîmes, qui d'ailleurs s'appelle Notre-Dame et Sainte-Castor. À l'origine, en fait, c'était une enclave dans la cathédrale, dans laquelle on pouvait entrer, enfin aller et venir par une petite porte qui était directement reliée à la cathédrale et puis qui a été murée à la fin des années 1820. Ça n'a pas une grande importance. Ici, c'était une photo donc, de ce qui était à l'époque la mercerie des deux parents de Gaston Darboux, François et Alix, qui en 1933 était devenu donc, un salon de coiffure et qui l'est encore aujourd'hui. Mais si vous passez aujourd'hui, vous allez voir une petite plaque commémorative de la naissance de Gaston Darboux ici, qui a été apposée cette même année, en 1933. Donc Darboux va avoir un petit frère, Jean-Louis. Darboux s'appelle Jean-Gaston, il sera toujours appelé Gaston, et de même, son frère Jean-Louis sera toujours appelé Louis. Son petit frère est né donc 2 ans après lui, et ce sera tout pour la famille Darboux, en tout cas pour cette famille Darboux, puisqu'en fait, François Darboux et Alix Gourdou viennent de 2 familles qui vont créer 3 mariages communs, c'est-à-dire que le frère et la sœur de François Darboux vont également se marier avec la sœur et le frère d'Alix Gourdou. Donc, il va y avoir 3 différentes associations à Nîmes, Darboux-Gourdou. En ce qui concerne les 2 parents de Gaston Darboux, François est plutôt quelqu'un de littéraire, son papa. On peut lire que François, à sa mort, assez jeune, en tout cas Gaston était assez jeune, il n'avait que 7 ans quand son père est mort, donc François laisse quelques livres qui firent les délices de l'enfance et de la jeunesse de son fils aîné. Donc ce n'était pas forcément quelqu'un de scientifique, c'était plutôt quelqu'un à la tendance littéraire. Au contraire, la maman, Alix Gourdou, qui elle, en revanche, a vécu suffisamment longtemps pour voir son aîné devenir un brillant mathématicien, était plutôt représentative de la science, en tout cas un amour des chiffres. Et on peut lire qu'elle était intelligente et autoritaire, elle avait une facilité prodigieuse pour le calcul et conserva jusqu'à plus de 80 ans une mémoire étonnante pour les nombres. Donc peut-être qu'il y avait là une faculté mathématique cachée qui s'est transmise à ses fils, du moins à son aîné. À la mort de François Darboux, c'est Alix Gourdou qui reprend le commerce de la mercerie, seule. Et Darboux raconte qu'elle tenait seule les registres de comptes et qu'elle parvenait à faire les calculs avec une facilité déconcertante.
Et les enfants, donc Gaston et Louis, dès qu'ils rentrent du lycée, ils vont aider la maman Alix dans la mercerie. Au départ, ils sont placés dans une institution protestante de Nîmes, donc durant les 5 premières années, pour Gaston Darboux de 47 à 52, la seule institution protestante qui existe alors dans la ville de Nîmes. Et puis ensuite, ils sont demi-pensionnaires, DP comme on dit dans les collèges, au lycée impérial de Nîmes. Impérial parce que on vient de débuter la période du Second Empire, donc les lycées sont systématiquement renommés des lycées impériaux. Et il faut croire que ni Gaston ni son jeune frère Louis ne montrent une quelconque habileté particulière pour les études. Et un jour, le proviseur du lycée fait venir la maman Alix Gourdou, mariée Darboux, et lui dit « Madame, écoutez, vos enfants, ça ne va pas, ils ne font pas de progrès, ils n'arriveront à rien, donc mieux vaut les retirer du lycée et les prendre avec vous dans votre commerce. » Heureusement, Alix ne va pas écouter ce conseil, elle a suffisamment foi en les capacités de ses fils pour poursuivre des études. Et il se trouve que, alors évidemment, on sait le sort qui va devenir de Gaston Darboux, mais le sort peut-être un peu moins connu et non moins brillant comme carrière pour son jeune frère Louis, c'est qu'il va lui-même prendre la place de proviseur pendant 10 ans du lycée de Nîmes. Voilà. Un petit tour du destin. Il n'est donc arrivé à pas grand-chose. Alors, au cours donc, de ses études de lycée, on est entre 1853 et 1859, donc le ministère de l'Instruction publique, le ministre surtout Hippolyte Fortoul, a introduit le régime de bifurcation quelques années auparavant. Ça consiste à choisir à la fin de la 4e entre des études de sciences et des études de lettres, pour passer soit le baccalauréat de lettres, soit le baccalauréat de sciences. Donc on ne peut plus passer les 2 baccalauréats une année après l'autre, comme c'était le cas avant, et comme ce sera le cas en fait réintroduit quelques années plus tard. Donc Darboux, en 1856, il choisit la filière scientifique. Il a tout de même une certaine attirance pour les sciences. Le latin continue à être enseigné, bien qu'un peu allégé par rapport à la filière littéraire, et il a le choix entre 2 langues vivantes étrangères, anglais et allemand, et il choisit allemand. Ça peut paraître anodin, mais en réalité, lorsque Darboux va monter à la capitale plus tard, et va être amené à côtoyer les cercles de scientifiques, hauts scientifiques importants de cette époque, il va se rendre compte que très peu savent parler l'allemand, savent lire et parler l'allemand. Et pour lui, ça sera quelque chose de très important, notamment dans son rôle de la rédaction au sein du journal qu'il va fonder, et dont on aura l'occasion de parler. Alors, je vais passer un peu vite. Je ne vous ai pas tout raconté. À la fin de ses études de lycée, donc qui se terminent en juillet 1859, il est dans la dernière classe qu'on appelle classe de logique. En fait, on l'a souvent appelée classe de philosophie, elle vient de changer de nom. Il y a la première publication qu'on peut dater de Jean-Gaston Darboux. Il est élève du lycée de Nîmes, élève de Jean-Charles Dupin, qui est son professeur de mathématiques, qui est un normalien de la promotion 1848, qui n'est pas un mathématicien sur le devant de la scène à cette époque. Et donc Darboux répond à une question qui a été posée, parce que ce journal, Les Nouvelles Annales, fonctionne en partie par question-réponse. Et donc la question portait sur un tétraèdre, montrait que dans un tétraèdre, si 2 hauteurs sont concurrentes, alors les 2 autres hauteurs le sont aussi. Attention, elles ne sont pas forcément concurrentes au même point, hein. Et donc vous voyez que Darboux parvient à résoudre ce petit problème en maniant avec habileté, on va dire, les notions de double perpendicularité. Donc déjà, ça montre que Darboux a un certain intérêt pour les mathématiques, et ça montre qu'il suit les questions-réponses dans les journaux aussi. Donc dès le lycée, il y a quand même un certain goût mathématique qui s'est développé. À la fin du lycée, Darboux souhaite effectuer des années de mathématiques spéciales, 1 ou des années de mathématiques spéciales, pour pouvoir intégrer les 2 grandes écoles, que sont Polytechnique ou l'École normale supérieure. Et il n'y a pas à cette époque-là, dans le lycée impérial de Nîmes, de classe préparatoire. Donc il est obligé de s'exiler, pas si loin, mais bon, la classe la plus proche, elle est à Montpellier. Donc Darboux part pour Montpellier en 1859, où il va intégrer la classe de mathématiques spéciales du maître Charles-Hippolyte Berger. Alors Charles-Hippolyte Berger, ça n'est pas non plus un mathématicien de premier rang, mais c'est quand même un professeur qui semble avoir une certaine distinction. Et on peut lire un rapport d'inspection qui nous dit que M. Berger continue avec une grande distinction l'éclatant enseignement des Gergonne et des Lantérique, qui étaient les professeurs qui l'ont précédé dans la classe de spéciale à Montpellier.
Berger, ça va être quelqu'un qui va avoir une forte influence, de manière assez cachée en fait, sur Gaston Darboux. Pourquoi? Parce que Darboux va développer une véritable admiration pour son professeur de mathématiques spéciales, si bien que ça va faire naître en lui la vocation de l'enseignement. Jusqu'à présent, il avait le goût des mathématiques, mais voir l'habileté et le talent de son professeur, Berger, ça va lui donner envie lui-même d'enseigner. Et Berger, on va voir, va avoir la faculté de développer ce goût-là. Plus tard, Darboux racontera, à chaque fois que je vous mettrai des citations en bleu, ça veut dire que je fais parler le personnage de Darboux, « J'avais rencontré de si bons maîtres au cours de mes études dans les lycées que je désirais les imiter. Mon rêve était de revoir la pure lumière du midi, de succéder à mon cher professeur Berger dans la chaire de mathématiques spéciales du lycée de Montpellier, où s'étaient déroulées 2 des années les plus heureuses de ma vie. » C'est quand même assez rare d'entendre ceux qui ont fait les classes préparatoires parler ainsi des 2 années. Donc ça montre à quel point Darboux a bien vécu ces années et à quel point Berger a été pour lui un modèle qu'il va vouloir imiter. À la fin de la première année, Darboux passe les examens d'entrée à l'école polytechnique. Il ne peut pas les passer pour l'école normale supérieure parce qu'il n'a pas encore 18 ans. Il est admissible et il décide de ne pas se présenter aux examens oraux. Peut-être qu'il avait une petite idée en tête dès ce moment-là. Je n'en sais pas plus a priori. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'en fait, il va avoir envie de renforcer le programme de mathématiques spéciales, alors que c'est l'élève et pas le maître. Il dit que le programme de la classe de spéciales est insuffisant et il demande à son professeur de faire acheter des nouveaux livres, des nouvelles revues pour augmenter la teneur du programme et pouvoir se préparer encore mieux. Et c'est véritablement dans la 2e année de classe préparatoire, donc entre 60 et 61, que Darboux se révèle vraiment comme quelqu'un qui a un talent mathématique assez spécial. Ce n'est pas qu'un bon premier de la classe, c'est quelqu'un qui va avoir vraiment un talent mathématique tel que Picard nous dit sa supériorité apparue de manière éclatante, mais surtout, ce qui est saisissant, c'est le témoignage de Josiah Pau, un futur maire de Nîmes, qui raconte que Darboux était un élève tellement extraordinaire que souvent, en entrant en classe, le professeur disait à Darboux « Bon, passez au tableau et faites-nous la leçon sur tel sujet, je vous laisse ma place. » Et la leçon était faite et bien faite. Donc ça participe de la manière qu'a Berger de continuer à développer à la fois les aptitudes mathématiques et le goût de l'enseignement pour son élève. Et Darboux, il a certes peut-être des dons mathématiques, sans aucun doute, mais on voit que c'est aussi à force de travail qu'il y arrive, et un des camarades de cette époque de Darboux raconte que c'était un travailleur acharné, dont l'ardeur utilisait souvent pour ses études jusqu'aux récréations, donc il ne sort pas en récréation, il continue à étudier, et faisait même craindre pour sa santé. Donc il travaille énormément, et il prouve qu'il est un élève hors norme. Et à la fin de l'année, quand le jury des examinateurs fait sa tournée, les examinateurs de Polytechnique, à cette époque, ce n'était pas les élèves qui se déplaçaient à la capitale, mais encore dans un premier temps, les jurys d'examinateurs qui faisaient la tournée des lycées qui comportaient une classe de spéciale. Le jury arrive, on porte notamment Serré et Bonnet, qu'on retrouvera comme mathématicien, et Berger leur dit « Écoutez, messieurs, cette année, le premier de Polytechnique, il ne sera pas de Paris, moi je vous le dis. » Alors que classiquement, il venait de Paris. Cette année, le premier de Polytechnique, il sera de Montpellier, et ça sera Darboux. Et il leur dit ça avant les examinations, avant les examens. Donc on peut penser que les examinateurs, ils auront tendance à être assez sévères, en tout cas à avoir de fortes attentes quand ils vont interroger le candidat Darboux. Et malgré ça, sa prédiction se réalise, c'est-à-dire qu'il est effectivement reçu après les écrits et les oraux premiers à l'école normale supérieure, et il est reçu, comme l'avait annoncé Berger, premier aussi sur les listes d'entrée à l'école polytechnique. Donc là, pour lui, se présente un dilemme. Entrer à Polytechnique ou entrer à l'école normale? Et il faut croire que le choix n'a pas été si facile que Darboux aimera le raconter plus tard. 3 personnages vont jouer un rôle important dans ce mois d'octobre 1861 où Darboux est amené à faire le choix une fois qu'il a été classé premier sur les 2 listes. Le premier de ces personnages, que vous ne reconnaissez peut-être pas, s'appelle Gustave Rouland et c'est, à l'époque, le ministre de l'Instruction publique dont dépend directement l'école normale. Le deuxième, c'est Désiré Nisard, que vous connaissez peut-être, qui à cette époque est le directeur de l'école normale. Et le troisième, que vous connaissez certainement, s'appelle Louis Pasteur, et à cette époque, c'est le bras droit de Nisard à l'école normale en tant que directeur des études scientifiques. Ces 3 personnages, ils vont avoir envie
évidemment, d'attirer Gaston Darboux dans leur filet. Et ça a surtout de l'importance pour Pasteur. À cette époque-là, comme nous le raconte Émile Borel, si l'école normale était la première école littéraire, l'école polytechnique était sans aucun doute la première école scientifique. C'est-à-dire que le rayonnement scientifique de l'école polytechnique était sans comparaison avec celui de l'école normale. Et ici, quelqu'un qui restera le grand ami de Gaston Darboux toute sa vie et qui s'appelle Ernest Lavis, qui est un historien qui entrera à l'école normale l'année suivante, raconte, et ça donne une bonne image de ce qu'était le prestige de l'école normale à cette époque, que renoncer au chapeau et à l'épée de Polytechnique, donc il y avait évidemment tous les symboles forts, préférer aux espérances brillantes qu'offrait la carrière des mines ou des ponts, le titre de professeur et la modestie des fonctions d'enseignement, je crois qu'en 1861, cela ne s'était pas encore vu. Ce qui est sûr, c'est qu'en 1861, ce qui ne s'était pas encore vu, c'est de terminer à la fois premier sur les listes d'admission à Polytechnique et à l'école normale. Donc c'était une première que quelqu'un ait à faire ce choix. En ce qui concerne l'école normale, Pasteur écrit que c'est un succès unique que celui de M. Darboux dans l'histoire des concours de nos deux écoles. Donc c'est effectivement la première fois qu'un tel cas se produit. Quel sera son choix? Alors, il ne le sait pas encore. Il a le goût de l'enseignement et veut embrasser la carrière des sciences. J'ai employé tous mes soins dans ces 2 derniers mois pour qu'il soit maintenu dans ses bonnes dispositions, en assurant à M. Berger que si M. Darboux entrait à l'école normale, les plus vives sympathies l'y suivraient et ne l'abandonneraient pas à sa sortie. Et il ajoute « Essayons de l'emporter sur notre rival ». Et ça montre bien l'état d'esprit de Pasteur. Okay, l'école polytechnique, c'est la rivale de l'école normale, et il faut essayer de renverser le monopole, ou tout du moins la forte domination, dans la formation scientifique des élites françaises que détient à cette époque-là l'école polytechnique. Okay. Alors, pourquoi est-ce que Pasteur peut s'assurer comme ça si librement des bonnes dispositions auprès de Berger? C'est parce qu'en fait, Berger et Pasteur se connaissent bien. Ils sont tous les deux de la même promotion, 1843, de l'école normale. Donc ils ont été camarades, et ça va jouer un rôle fort parce que Pasteur peut accéder à Darboux par l'intermédiaire de Berger. Donc pour essayer d'attirer dans ses filets le candidat Darboux, Pasteur écrit à Nisard. Il lui écrit en somme, à peu près l'extrait que vous avez là, et il enjoint Nisard d'écrire directement au ministre pour essayer d'attirer Darboux. Et c'est ce que le ministre va faire. On est à la fin du mois d'octobre, la rentrée est prévue pour les premiers jours du mois de novembre, et Darboux n'a toujours pas fait savoir son choix. Donc le ministre va lui écrire directement une lettre, en lui assurant que la bienveillance ministérielle lui sera acquise tout au long de sa carrière universitaire, et en plus, il ajoute la possibilité privilégiée, durant ses futures potentielles études à l'école normale, de suivre un cours supplémentaire au-delà des cours de l'école normale, c'est-à-dire un cours qu'il pourra choisir probablement au Collège de France ou à la Sorbonne. Et ça, c'était un privilège parce qu'à cette époque-là, les étudiants de l'école normale devaient attendre leur dernière année d'études pour avoir des cours qui soient en dehors de l'école normale. Et il faut croire que tous les efforts de Pasteur ne sont pas vains, puisque finalement, Darboux choisit effectivement d'intégrer l'école normale supérieure. Et quand il l'écrit à sa maman prend le train, fait le voyage qui dure probablement une journée au moins de Nîmes à Paris, et vient présenter elle-même son fils à M. Pasteur. Et ça, Darboux, il en parlera toute sa vie. C'est pour lui un souvenir émouvant de voir sa petite maman qui va rencontrer le brillant chimiste Pasteur. Et Borel raconte à quel point, en fait, ce choix, ça va marquer, pas immédiatement, mais petit à petit, ça va marquer un retournement progressif dans la domination de l'école polytechnique face à l'école normale, ou ce qui était la domination. Donc il raconte que son choix judicieux selon Borel, détermina rapidement une orientation nouvelle de la jeunesse scientifique française. Grâce à son exemple, il aura valeur de symbole, grâce aux brillants élèves qu'il forma, puisque plus tard il va mener une longue carrière de professeur, grâce à son prestige personnel, ce que je n'ai pas à discuter, l'école normale a pris au XXe siècle, dans la science française, la place que l'école polytechnique avait occupée pendant presque tout le XIXe siècle. Donc l'entrée de Darboux, ça marque le début du renversement. Et je vais vous citer une dernière lettre qui est quelques jours après la rentrée de Nisard, donc le directeur de l'école normale, qui se félicite, qui s'auto-congratule en quelque sorte, auprès du ministre, et lui raconte que sur 8 candidats qui étaient admis à la fois sur les listes de Polytechnique et de l'école normale, 5 dans la section des sciences, contrairement à des précédents presque invariables, ont opté pour notre école. Donc il commence à y avoir un renversement d'influence. Dans ce nombre figure le premier des 2 listes de promotion, jeune homme du plus rare savoir et de la plus haute espérance,
c'est dans nos annales domestiques le premier exemple d'une conquête de ce genre. Donc en fait, Darboux, à son entrée à l'école normale, il a déjà le statut de symbole. Et pour Pasteur, ça va être important de préserver cet apparat symbolique que revêt Darboux, de temps en temps, si besoin est, en le protégeant de manière un peu artificielle. Ah, pour la lecture? Ok. Bon, c'est parfait. Ok, alors là, du coup, je vais le lire parce que sinon, effectivement, ça va aller trop vite. Donc ici, je vous ai donné quelques citations qui nous permettent de nous rendre compte de l'aspect physique qu'avait Darboux à cette époque-là, donc dans sa vingtaine, puisque la photo la plus jeune de Darboux, c'est celle-ci, et c'est à la fin des années 70, donc Darboux a déjà environ 35 ans. Alors bon, on peut se faire quand même une excellente idée de ce à quoi il ressemblait. Malgré tout, donc quand il était plus jeune, on peut lire qu'il était d'une stature dépassant la moyenne, et ça c'est vrai que Darboux était quelqu'un de grand. Son visage pâle, encadré de longs cheveux plats, évoquait un peu le masque de Bonaparte jeune. Il était d'une grande modestie et un peu timide dans ce milieu parisien si nouveau pour lui. Dès son entrée à l'école, il passe à la bibliothèque une partie de ses récréations, donc exactement comme on retrouve ce qu'il faisait aussi pendant sa classe préparatoire, c'est-à-dire qu'il ne va pas en récréation, il continue à travailler. Et sa principale distraction est d'aller entendre les concerts que des camarades donnent dans les salles de conférence. Il aimait la musique et était doué d'une excellente mémoire musicale. Et ce qu'on retrouve également, c'est le caractère un peu froid au premier abord du personnage Gaston Darboux. Pour Picard, son aspect était froid et rien en lui, sauf la prononciation de quelques mots, n'indiquait qu'il fût originaire du Midi. De taille élevée, d'aspect sévère et froid, donc on retrouve toujours cette espèce d'imposance du personnage de Darboux. Darboux intimide ceux qui l'abordent pour la première fois. Heureusement, cette impression s'efface vite après quelques minutes d'entretien, et on reconnaît qu'il cache sous une écorce rude un cœur généreux. Donc il a quelque chose d'imposant, un peu le physique de Gaston Darboux, un peu froid, un peu austère, mais cette impression, elle s'évanouit dès qu'on discute un peu avec lui. Alors, quand il entre à l'école normale supérieure, voici quelques-uns, les plus importants pour Darboux, des maîtres qu'il va y rencontrer. En 1861, il y a 2 chaires de mathématiques à l'école normale, et ces 2 chaires, elles sont à l'époque occupées par Charles Briot et Joseph Bertrand. Les professeurs que vous voyez à côté, Henri Sainte-Claire de Ville, qui est professeur de chimie, et Émile Verdet, qui est professeur de physique mathématique. En 1862, Bertrand est appelé à aller enseigner au Collège de France à plein temps, la chaire de physique mathématique, donc il va quitter l'école normale supérieure. Ce qui va faire mal à Gaston Darboux, mais pas tant que ça, puisqu'en fait Darboux va utiliser le privilège d'avoir accès à un cours extra-école normale pour aller continuer à suivre les cours de Bertrand au Collège de France. Donc ça lui aura servi à ça, ce privilège, à ne pas quitter la trace de son maître préféré, Joseph Bertrand. Et donc Bertrand, il est remplacé par Victor Puiseux en 1862. Mais en plus, une 3e chaire est ouverte grâce aux efforts de Pasteur, qui veut encore une fois continuer à accroître la renommée et le prestige de l'école normale dans la section des sciences. Et cette 3e chaire, c'est le grand Charles Hermite qui va s'y installer. Donc voilà en fait les 4 professeurs de mathématiques que Darboux va rencontrer à l'école normale. Alors ce ne sont pas évidemment les seuls mathématiciens qui vont avoir une influence sur lui. De manière directe ou indirecte, on va surtout retrouver ces 4 mathématiciens. Gabriel Lamé, qui ceci dit à cette époque-là est un peu vieillissant, commence à être sourd, donc en fait il se fait remplacer. Et Gabriel Lamé, en fait, il va influencer Darboux beaucoup par ses travaux, mais absolument pas par ses cours, parce que Darboux ne va jamais suivre aucun cours de Lamé. Joseph Alfred Serré, qui à cette époque-là donne des cours surtout de calcul différentiel et intégral à la Sorbonne, et qui lui va être assez proche de Darboux, notamment par les intérêts scientifiques de cette époque. Donc ils vont vraiment travailler ensemble. En tout cas, Darboux va bénéficier des nombreux apports mathématiques de Serré. Pareil pour Jean-Claude Bouquet, qui à cette époque-là est professeur de mathématiques spéciales. D'ailleurs, on verra que c'est Darboux qui va le remplacer, qui supplée régulièrement Joseph Alfred Serré. Et puis enfin, bien sûr, comment ne pas mentionner Michel Chasles, qui est le patron de la géométrie française à ce moment-là, qui enseigne à la Sorbonne, à la chaire de géométrie supérieure, qui a été spécialement créée pour lui en 1846. Chasles, lui aussi, va avoir une forte influence sur Darboux.
Malgré tout ça, son maître préféré, ça restera Joseph Bertrand, toute sa vie. Alors, l'étudiant normalien. Donc, à propos de ses études à l'école normale, on peut dire que c'est des études brillantes, sans doute. Pasteur raconte que, à la fin de sa scolarité, il n'a cessé de tenir le premier rang de sa division, ce qui veut dire que séquence après séquence, semestre, année après année, il a toujours été classé premier dans son année et sa division des sciences. On raconte qu'il conquit aussi l'estime et la bienveillance d'autres savants en dehors de l'ENS, et donc notamment Bouquet, Chasles et Serré. Briot est professeur à l'école. Henri Sainte-Claire Deville vante son intelligence. En physique, Verdet le note comme faisant preuve d'une rare aptitude pour la physique mathématique. Et ça, c'est à souligner parce qu'à cette époque-là, Darboux s'intéresse beaucoup aux liens avec la physique mathématique des objets géométriques qu'il va rencontrer. Donc un parcours sans faute pour l'étudiant normalien. Et dès 1864, en fait, il se lance dans ses recherches personnelles et va commencer à publier. Il va publier 2 premières notes dans les Nouvelles Annales de mathématiques, avant même de passer l'agrégation, qui va passer en juillet 1864. Et en juin, il remet même un mémoire à Joseph-Alfred Serré sur sa grande découverte, les Cyclides, qu'on va voir juste après, qui sera présenté à l'Académie le 1er août 1864. Donc le nom de Darboux arrive à l'Académie alors qu'il n'a pas encore fini l'école normale supérieure. Et puis quelques jours plus tard, il réussit à passer l'agrégation. Ça, peut en douter à ce moment-là. Alors, mettons-nous un instant dans la peau de Louis Pasteur. En août 1864, Gaston Darboux il a joué le rôle de symbole du renouveau de l'école normale, un petit peu dans son rayonnement scientifique, et il est sur le point de quitter l'école normale. Pourtant, pendant la période 1861 à 64, la période des études de Darboux, Pasteur a rencontré beaucoup de succès pour essayer d'assurer un peu le renouveau scientifique de l'école. Il a obtenu le droit du ministre de créer les Annales scientifiques de l'école normale, une publication qui est liée donc, à l'école normale. Il a réussi à faire créer une bibliothèque des sciences, spécialement pour les livres de sciences, qui n'existait pas alors et qui aujourd'hui est la bibliothèque informatique. Il a augmenté à la fois en nombre et en traitement les maîtres de conférences, donc il a réussi à faire augmenter leur salaire, et il a augmenté le recrutement, là aussi on pourrait voir une augmentation de la qualité, mais aussi du nombre. Il a agrandi le numerus clausus des promotions. Et donc dans tout ça, ce serait bête de laisser partir Gaston Darboux, qui incarne vraiment, c'est le symbole de ce renouveau. Alors il écrit au ministre que c'est un élève hors ligne, travail, conduite, distinction d'esprit, de caractère, de tenue, rien ne laisse à désirer. Ce jeune homme se placera rapidement au nombre de nos mathématiciens les plus éminents. Donc là, vraiment, ce n'est plus juste un très bon élève, c'est déjà un futur mathématicien éminent. L'esprit d'invention était la seule qualité dont il fallait attendre la révélation chez ce jeune homme. Or, il en a récemment témoigné, et Pasteur écrit ça à l'été 1864, par un travail très remarquable présenté à l'Académie, donc c'est le mémoire présenté par Serré, et par diverses notes. Il faut absolument qu'il reste à Paris. Et l'initiative que va prendre Pasteur, c'est de faire créer un poste sur mesure pour Darboux d'agrégé préparateur. Donc ce poste-là, il n'existait à l'époque que pour les agrégés préparateurs de chimie qui étaient alors employés dans le laboratoire de Pasteur par Pasteur lui-même. À cette époque-là, il y en avait 3, et ça tombe bien parce qu'il y en avait 2 sur le départ à l'été 1864. Du coup, le ministre accepte de créer ce poste sur mesure pour Darboux, un poste d'agrégé préparateur des sciences mathématiques. Et comme ça, Darboux va pouvoir rester 2 années de plus à l'école normale. Il va pouvoir bénéficier de tout le contexte scientifique pour continuer ses travaux, interagir avec les différents savants mathématiciens de cette époque, avoir accès aux livres, à la bibliothèque, aux abonnements. Alors, il se trouve que la bibliothèque des sciences est créée à ce moment-là, donc en fait, Darboux est également désigné, parce que ça tombe bien, pour légitimer un peu cette création de poste, sous-bibliothécaire pour la bibliothèque des sciences. Et en fait, ça va perdurer. Tous les agrégés préparateurs de mathématiques, puisque cette institution va en fait se poursuivre dans le temps, seront des sous-bibliothécaires. Il gagne un traitement moyen, ça correspond à peu près à la moitié d'un salaire de professeur de lycée, et son emploi du temps est allégé. Évidemment, la priorité, c'est que Darboux fasse ses études doctorales à l'école normale. Et donc, c'est ce qu'il va faire pendant 2 ans, et il va soutenir sa thèse le 14 juillet 1866 en Sorbonne, sous la présidence de Chasles, qui est le président de son jury, avec également Bouquet et Serré. Et en fait, il a plus travaillé avec Bouquet et Serré qu'avec Chasles lui-même. Ceci dit, avoir Chasles comme directeur de thèse pour une thèse de géométrie,
C'est quand même quelque chose d'éclatant. Alors, il est reçu docteur avec toutes les félicitations du jury, et sa thèse va avoir rapidement une certaine renommée. Schall dit que c'est un travail étendu et fort important, qui contient des analyses savantes et extrêmement ingénieuses, mais c'est surtout sur Joseph Bertrand que cette thèse elle va avoir un impact fort. Bertrand, qui écrit à cette époque-là un rapport sur les progrès de l'analyse pour l'exposition universelle de Paris de 1867, écrit dans ce rapport que l'une des thèses pour le doctorat les plus remarquables, alors il s'agit de la thèse de Gaston Darboux, c'est l'une des thèses pour le doctorat les plus remarquables qui ait été présentée à la Faculté des sciences de Paris depuis 20 ans, qui en a depuis 20 ans reçu pourtant de si distingués. Cette thèse, elle va avoir tellement d'impact sur Bertrand qu'en fait, il va décider de se faire remplacer l'année suivante, tout de suite, par Darboux, le jeune docteur, pour que Darboux prenne sa place dans les cours de physique mathématique au Collège de France. Et en plus, vous voyez que, alors il parle de lui à la troisième personne, ici, Gaston Darboux, non content de lui assurer, donc de m'assurer, sans y être retenu par le règlement, un traitement élevé, donc un bon salaire, qui devait me permettre de me consacrer uniquement à mon enseignement, Darboux parle, Bertrand me prodigua les conseils et assista même à quelques-unes de mes leçons. Ce sont là des actes qui ne sauraient s'oublier. Ça montre encore un peu plus la proximité, le lien entre Darboux et Bertrand. Alors, assez rapidement, pour en finir avec cette première partie sur le jeune Darboux étudiant, on sort un petit peu du cadre temporel qui était pourtant le mien. À la suite de son année de cours donc au Collège de France en physique mathématique, où il exposera les résultats de sa thèse, il va obtenir le poste de professeur de mathématiques spéciales à Louis-le-Grand, où il remplace donc Bouquet qui part enseigner à l'école normale. Il aura comme élèves certains élèves connus qui vont, pour tous ceux qui sont là, je crois, tous entrer à l'école polytechnique, Lucien Lévy, le mathématicien, Henri Becquerel, le physicien, Henri Deslandres, qui est l'astronome, Antoine Breguet, qui est connu pour la machine de Gram, voilà, les premiers générateurs de courant en mode industriel, le fils de Joseph Bertrand. Bref, tous ces élèves-là, ils vont raconter, chacun à leur tour, à quel point Darboux était un bon professeur pour eux. Et donc le témoignage de Lucien Lévy, qui se rappelle encore, comme si c'était hier, le plaisir avec lequel mes camarades et moi, nous allions à votre classe. La clarté, la netteté de votre élocution, le caractère personnel de vos démonstrations provoquaient notre admiration et nous travaillons avec entrain, sans même nous rappeler que nous avons de sérieux examens à préparer et sans même savoir les noms des examinateurs. Donc Darboux, dès en fait, ses premiers cours, il s'impose comme un professeur assez brillant. Je vous ai mis quelques remarques ici ultérieures de Poincaré et d'Adamar. Alors là, ce n'est pas sur le jeune Darboux, c'est sur le Darboux professeur plus tard, un peu plus expérimenté, mais qui note aussi la limpide clarté du professeur, le talent d'exposition de Darboux, ou encore les cours élégants de Darboux pour Adamar, qui appréciait particulièrement la voix de Darboux. Et Darboux raconte quelque chose d'assez spécial. Il raconte qu'il n'était pas fort en géométrie, en fait, en 1867, selon lui. Il est devenu fort en géométrie que depuis qu'il est professeur de mathématiques spéciales. Donc le fait d'enseigner la géométrie en mathématiques spéciales, selon lui, ça a développé chez lui des aptitudes géométriques particulières. En 1872, il va quitter la classe de spéciale de Louis-le-Grand. Pourquoi? Parce qu'on lui offre la maîtrise de conférence à l'ENS, et ça, Darboux ne peut pas dire non. Donc il quitte à regret le cours de mathématiques spéciales, et il revient à l'ENS, cette fois-ci, en tant que professeur, et il va poursuivre, pendant les 9 ans qu'il va passer à l'ENS, l'œuvre de Pasteur, c'est-à-dire contribuer à faire grandir le prestige de l'école normale pour les études scientifiques. Et ici, on a Jules Tannery qui nous dira juste après « La section mathématique de l'ENS a brillé d'un éclat incomparable pendant que M. Darboux l'a dirigée. » Voilà pour le parcours de Darboux dans sa jeunesse. Alors maintenant, on va entrer un peu plus dans le vif du sujet mathématique, avec les ovales de Descartes et les courbes quartiques vers les cycliques étant des courbes quartiques que Darboux, on va voir, va beaucoup étudier. Alors, les ovales de Descartes. Donc, les ovales de Descartes, ce sont des courbes qui, on va le voir, auront un rôle particulier, parce que Darboux
va à la fois beaucoup les aimer, ces courbes, va beaucoup aimer les étudier, mais il va aussi avoir tendance, parce qu'il aime les étudier, à ramener d'autres objets géométriques à l'étude des ovales de Descartes. À l'origine, ces courbes, c'est des courbes qui sont introduites donc, par Descartes, comme leur nom l'indique, à partir de deux points fixes, que Descartes appelle des points brûlants et qu'on appelle des foyers, f et f'. Et en fait, l'équation de la courbe, elle est donnée par une multiplication de la distance à un foyer plus la distance à l'autre foyer, et cette addition doit être constante. Donc pour ceux qui ont en tête les équations des coniques, les équations bipolaires, c'est-à-dire à partir ici des distances à deux points fixes, c'est une extension assez naturelle de la notion de conique. Les coniques, c'est ce qu'on obtient quand n et m en fait, sont égaux à l'unité. Ça, c'est un dessin que Descartes donne lui-même, et en fait, ça ne représente qu'une branche d'ovale, parce que, exactement comme ce qui se passe pour les coniques, ici, si on autorise également la soustraction, la différence, et qu'on prend les termes en valeur absolue, on trouve non plus une branche, mais deux branches d'ovale. C'est quelque chose sur lequel je ne reviendrai pas, ça ne sera pas majeur, mais c'est découvert assez rapidement. En fait, pourquoi est-ce que Descartes s'intéresse à ces courbes? Il s'intéresse à ces courbes non pas réellement pour leur géométrie, mais pour leurs propriétés optiques. Et en fait, Descartes décrit ces courbes dans le chapitre de catoptrique, donc qui est le chapitre d'études optiques des objets mathématiques. Et pourquoi? Parce qu'en fait, il détermine que ces courbes, ce sont les courbes qui permettent d'avoir, par réfraction, donc par passage d'un indice optique pour un milieu à un indice optique différent, une propriété de stigmatisme parfait. C'est-à-dire que tous les rayons lumineux qui sont incidents en ce foyer, après réfraction, vont aller focaliser, c'est-à-dire tous se rencontrer, au second foyer de l'ovale. Et donc pour Descartes, ça c'est une propriété magnifique, parce que ça va permettre de construire, en tout cas d'avoir l'équation de la construction de lentilles sphériques qui n'ont pas d'aberration, c'est-à-dire qui font bien converger où on veut les rayons lumineux. Ces courbes, elles sont reprises ensuite par Newton, Roberval, Huygens, mais on peut dire que globalement au XVIIIe siècle, en tout cas pour ce qui concerne notre étude, il n'y a pas de nouvelles propriétés majeures qui sont mises au jour. Et donc il faut attendre des renouveaux au XIXe siècle. Au XIXe siècle, en fait, les ovales de Descartes vont connaître un regain d'intérêt grâce aux travaux de ce mathématicien belge, Adolphe Quetelet. Quetelet qui a étudié à Gand et qui en 1825 vient de s'installer à Bruxelles, où il va notamment fonder sa nouvelle correspondance. Et Quetelet, en fait, propose d'étudier d'une nouvelle manière les problèmes de réfraction, donc les problèmes optiques. Jusqu'à Quetelet, pour les problèmes ici de rayons lumineux issus d'une source ponctuelle et qui subissent une réfraction par un objet mathématique, ici par le cercle, ce qu'on cherchait à obtenir, c'est l'enveloppe des rayons lumineux. L'enveloppe ici des rayons lumineux, je l'ai tracée en rouge, c'est ce qu'on a appelé la caustique de Tschirnhaus, du nom du mathématicien allemand Walther von Tschirnhausen. Et en fait, dans ce cas assez simple, qui est la réfraction dans un cercle, on n'arrivait tout bonnement pas, avec les outils d'analyse de l'époque, à mettre une équation ou à déduire quelque propriété que ce soit sur la caustique de Tschirnhaus. Donc en fait, Quetelet il propose de renouveler ses études en essayant plus d'obtenir l'enveloppe, mais en essayant d'obtenir la trajectoire qui est orthogonale à ces rayons, c'est-à-dire les courbes qui sont en tout point orthogonales aux rayons qui y passent. Il appelle ça la caustique secondaire. Donc la caustique secondaire, on peut la définir comme trajectoire orthogonale des rayons lumineux réfractés issus d'une source ponctuelle. Et la trouvaille principale, en ce temps-là, pour Quetelet, c'est le fait que précisément dans le cas que je vous ai décrit, dans le cas de la réfraction dans un cercle, la caustique secondaire, c'est une ovale de Descartes. Et donc ça va donner un regain d'intérêt à tous les mathématiciens pour l'étude des ovales, et en général pour l'étude optique par l'objet de la caustique secondaire. Le fait que ce soit une caustique secondaire dans le cercle, ça montre à Quetelet que l'ovale peut être généré par enveloppe de cercles. Et les cercles, leur centre parcourt justement le cercle qui est le cercle d'Irriman, c'est-à-dire le cercle où les rayons lumineux devaient se réfracter. Mais en fait, Quetelet, c'est un spécialiste du renouveau des courbes planes vues dans leur construction spatiale, et également, il l'avait fait pour les coniques, et ici, il se révèle très habile pour le faire également pour les ovales de Descartes. Il montre que ces ovales, elles peuvent être engendrées soit par projection stéréographique de l'intersection entre deux cônes de révolution d'axes parallèles,
ce que je ne vous ai pas illustré ici, soit par projection orthogonale de la rencontre entre un cône de révolution et une sphère. Et là, c'est ce que je vous ai illustré ici. Donc dans les années 1820, les ovales de Descartes, comme a dit Schall, ont reparu sur le devant de la scène géométrique. Et Schall lui-même, dans le livre qui va finalement le rendre célèbre aux yeux de l'Europe mathématique, pour un grand prix de l'Académie de Bruxelles, je crois bien, va donner dans ce livre aperçu historique sur l'origine et le développement des méthodes en géométrie, il va étendre certaines des générations proposées par Quetelet. Surtout, il va donner une nouvelle construction qui est assez typique de la vision de Schall. À partir de deux centres fixes centrés au foyer, il fait tourner des transversales à partir d'un point fixe de l'axe focal, et par une construction, par la rencontre des rayons, il arrive à tracer d'un seul coup les deux branches de l'ovale, c'est-à-dire à la fois la branche extérieure, ici vous voyez le point de construction, et la petite branche intérieure aussi. Donc ça, c'est ce que Schall raconte ici, dans son langage assez particulier. Et en fait, je soupçonne, sans en être sûr, qu'il a trouvé une symétrie dans sa construction qui l'amène à dire, sans ajouter plus que ça, que, outre les deux foyers qui servent à leur description, les ovales ont un troisième foyer qui joue le même rôle. Donc jusqu'à Schall, les ovales, elles étaient toujours décrites à partir de deux points fixes, et l'équation à partir des deux points f et f'. Et là, Schall, sans ajouter rien d'autre, il dit qu'il sait qu'il y a un troisième foyer qui joue le même rôle, c'est-à-dire à partir duquel on peut décrire la courbe par l'équation nr plus mr' égale constante. Il garde le mystère sur l'origine de ce foyer. 20 ans plus tard, George Salmon, qui est un mathématicien irlandais, qui a fait ses études et qui enseigne au Trinity College de Dublin, va publier un traité sur les courbes planes de degrés supérieurs, après avoir publié un traité sur les coniques. Ce traité va avoir une grande renommée en Europe, être traduit en France et en Allemagne. Et Salmon, il va employer des études que nous, mathématiciens contemporains, nous connaissons un peu plus. Des études algébriques, c'est-à-dire à partir de l'équation, déduire les propriétés, ou inversement, à partir du comportement à l'infini, donc c'est le premier qui étudie le comportement à l'infini des ovales de Descartes, en déduire des propriétés, soit sur les foyers, soit sur la forme des équations. Alors, Salmon, il va s'intéresser au nombre de foyers, évidemment, après la remarque de Schall. Le nombre de foyers, Plücker nous avait enseigné que c'était a priori égal à la classe de la courbe. Et ici, les ovales, c'est une courbe de classe 6. Mais en fait, cette courbe-là, elle possède une propriété assez particulière. Aux points cycliques, qui sont les points de Poncelet qui appartiennent à tous les cercles dans l'espace projectif, elles ont un rebroussement. Et ça veut dire, puisqu'en fait les foyers se sont liés aux tangentes qu'on mène à partir des points cycliques, que la tangente au point cyclique, elle compte triple. Et donc on doit retrancher 3 au nombre de foyers finis. Et donc il retrouve, après Schall, mais cette fois-ci avec une explication, que les ovales de Descartes doivent posséder 3 foyers finis, réels. Et il ne va pas s'arrêter là. Il va donner en fait le classement selon les foyers de ces courbes, les ovales de Descartes, parmi la classe de courbes plus générale à laquelle ils appartiennent, c'est-à-dire les courbes du 4e ordre, donc quartiques, et qui passent au point cyclique en ayant un point singulier au point cyclique, donc en ayant un point double. Ces courbes-là, c'est ce que Darboux appellera des cycliques. Dans le cas général, Salmon montre que les courbes qui sont quartiques bicirculaires, donc 4e ordre et point double en les points cycliques, ont 4 foyers. Pourquoi? Elles sont de classe 8, mais étant donné que les points cycliques sont des points doubles, en fait, on doit retrancher 2 fois 2 tangentes qui nous donneraient autant de foyers, et donc on obtient 4 foyers. Mais il fait mieux en plus. Il montre que les foyers sont cocycliques, ils sont situés sur un cercle. Du coup, comment obtenir la configuration des 3 foyers alignés de l'ovale? Dans un premier temps, il faut aligner nos 4 foyers. Donc la relation de cocyclicité, il faut la faire dégénérer en une relation d'alignement. Et en plus, il ne nous faut plus 4, mais 3 foyers. Donc on prend un foyer et on le fait fuir à l'infini. Et ça, c'est la manière, à partir des cycliques, pour Salmon, d'obtenir les ovales de Descartes. Il va donner également l'équation algébrique qui permet de traduire, puisqu'en fait Schall ne l'avait pas donné, de traduire à partir de la connaissance de 2 foyers où se situe le 3e foyer. Voilà à peu près pour le contexte mathématique des études des ovales de Descartes au moment où Darboux va entrer en scène.
pour Darboux, les ovales de Descartes, ça va être, donc évidemment, c'est la raison pour laquelle je me suis attaché un petit peu à l'étude du contexte, des courbes privilégiées. Il va ramener beaucoup de choses à l'étude des ovales de Descartes, il va beaucoup étudier les ovales de Descartes en eux-mêmes. Il va montrer en 1867 qu'il s'agit en fait de la géométrie qui permet d'intégrer l'équation elliptique, ici avec des radicaux de degré 4, qui est l'équation elliptique qui apparaît dans un théorème d'addition pour les fonctions elliptiques. Il va montrer, il ne sera pas le premier à montrer, mais il va tout de même étudier, que les ovales sont des courbes analagmatiques. Donc ça, c'est un terme qui a été introduit en 1864 par un autre mathématicien français, qui s'appelle Moutard, et qui traduit qu'en fait la courbe est invariante par au moins une inversion dans un cercle. Darboux va montrer qu'en fait, il s'agit des inversions, 3 inversions, à partir des cercles qui sont centrés aux 3 foyers. Et donc, il va utiliser ces propriétés-là pour comprendre par la géométrie certains faits de calcul qui avaient déjà été démontrés sur les ovales. Et en particulier, il va trouver une explication géométrique au fait que la rectification des arcs d'ovales, elle est ramenée à l'addition de la rectification de 3 arcs d'ellipse. Ce qui était à cette époque-là un enjeu assez fort. On essayait de ramener les rectifications à des rectifications d'ellipse ou d'hyperbole, en tout cas d'objets connus au second degré. Et ça, c'est assez représentatif de l'état d'esprit de Darboux. Ça, il emprunte ça à Schall, le fait de trouver des fondements dans la géométrie de ce qu'il a trouvé par le calcul ou par l'analyse. Bien sûr, ce qui va être fondateur pour lui, et pour la suite de ses études, c'est qu'il va démontrer que les ovales, elles forment un système double orthogonal. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le plan, les ovales homofocales, elles forment 2 familles de courbes, telles qu'en chaque point de l'espace, il passe une courbe de chaque famille qui s'y croise à angle droit. Et ça va permettre de donner une grande suite à l'étude des ovales de Descartes. On va voir pourquoi. Maintenant, je passe à l'étude des 2 petites notes que Darboux fait imprimer dans les Nouvelles Annales de mathématiques, donc alors qu'il est encore étudiant à l'école normale. La première, c'est une note qui s'intéresse à l'intersection plane des tores. Donc Darboux prend un tore, il vient le sectionner par un plan, et il va essayer de trouver des propriétés, notamment l'équation des courbes qui sont formées. Il trouve 2 différentes formes d'équations, donc qui sont des formes tripolaires à partir des distances à 3 objets. En fait, tripolaire serait pour la distance ici à 3 foyers. Il montre également qu'il peut les exprimer à partir des distances à 3 cercles, en comprenant distance comme distance pris aux tangentes des cercles. Il va trouver, et là ça ressemble beaucoup à ce que Salmon avait fait, que ces courbes, elles ont 4 foyers qui sont cocycliques. Et le lien avec les ovales, parce qu'évidemment Darboux il va essayer de se ramener aux ovales quasiment à tout prix, il est obtenu par une inversion. En prenant une inversion centrée au foyer, un des 4 foyers, on retrouve les ovales de Descartes. Et ça permet à Darboux de retrouver que les ovales comptent 3 foyers alignés. Pourquoi? Parce que quand on prend l'inversion d'un cercle par justement un autre cercle qui est centré en l'un des points, eh ben, la transformation de ce cercle, c'est une droite. Et justement, le centre d'inversion, il est parti à l'infini. Donc on retrouve 3 foyers alignés. Le 4e, il a fui à l'infini. Le cercle s'est mué en une droite. Et il montre que en fait, ces propriétés, notamment focales et d'équation, elles sont vraies par inversion pour toutes les courbes données par une équation comme ça, tripolaire homogène. C'est ce qu'il va appeler les cycliques planes. C'est exactement le même objet que Salmon appelait les quartiques bicirculaires. Donc là, il y a un vocabulaire anglo-saxon et un vocabulaire français. Il commence à s'intéresser à l'extension de cette équation dans l'espace, en prenant non plus la distance à 3 cercles, mais à 3 sphères. Et il remarque que cette surface, elle est relativement intéressante. Il dit qu'elle comprend comme cas particulier le tore et la cyclide. Il y reviendra plus tard. 1 mois plus tard, 2e note dans les Nouvelles Annales sur un objet très proche, l'intersection entre une quadrique et une sphère. Donc ici, je vous ai représenté l'intersection entre la sphère et un hyperboloïde à une nappe. Vous voyez que ce qui est donné, en fait, c'est exactement les coutures des balles de basket et des ballons de tennis. Et des ballons de basket et des balles de tennis, pardon. Donc il retrouve la même forme d'équation,
ici, une forme tripolaire homogène, où là, les distances sont sur la cercle, donc comptées par des grands cercles. Cette fois-ci, il détermine qu'il y a 16 foyers, et non plus 4, 16 foyers qui sont situés sur 4 cercles de la sphère qui sont orthogonaux 2 à 2. Donc essayez de positionner 4 cercles sur la sphère orthogonaux 2 à 2, vous n'y arriverez pas. Ça veut dire qu'il y en a au moins un des 4 qui est imaginaire. Et ça ne gêne pas Darboux, pas du tout. Pour lui, la géométrie des imaginaires, elle est inclue dans sa géométrie à lui. Ces objets sont imaginaires ou réels, il les traite de la même manière. De temps en temps, il donne une petite indication sur le nombre de caractères réels qu'il peut former. Mais c'est tout. Donc il faut être attentif à ça, parce qu'avant Darboux, ce n'était pas toujours une évidence. Là aussi, il va s'attacher à retrouver les ovales de Descartes. Par projection stéréographique issue d'un foyer, il retrouve les ovales de Descartes. Et enfin, exactement à l'image de sa première note, en fait, il montre que ces propriétés-là, elles sont vraies pour toutes les sections planes et sphériques d'une classe un peu plus grande de courbes sphériques qui est issue de l'intersection avec une sphère des surfaces réciproques des quadriques, en particulier Thor et Cyclide. OK. Il généralise le théorème de Dandelin avec les ovales sphériques, je ne vais pas revenir là-dessus, et il recherche les courbes focales. Alors, venons-en au vif du sujet. Il est temps. Le mémoire que Darboux va remettre à Céré et qui sera présenté à l'Académie des sciences. Dans ce mémoire, Darboux va étudier les courbes qu'il a trouvées par les inversions avec les courbes qu'il a au départ trouvées en prenant la section d'un tore, et qui sont ces courbes-là, la forme tripolaire homogène, c'est-à-dire en cartésien qui ont ces équations-là. Ici, la position des termes x2 plus y2 fait en sorte que ces courbes, ce sont exactement des courbes de degré 4 qui ont les points cycliques pour points doubles. Ce ne serait pas suffisant d'imposer seulement le terme de plus haut degré, parce que ça ne serait pas nécessairement un point double. Les propriétés principales qu'il va déterminer sur ces courbes, c'est les propriétés qui sont liées aux ovales de Descartes. Il montre qu'on les obtient soit par projection stéréographique des cycliques sphériques, donc l'intersection avec les sphères, soit par des inversions générales du tore et du plan, donc là c'est exactement le sujet de ces deux premières notes qui l'ont amené à ces considérations-là, soit par inversion générale des ovales de Descartes. Et en fait, ça veut dire qu'on tire ces courbes par des transformations conformes à partir des ovales de Descartes, la projection ou l'inversion. Or, Darboux, il a prouvé que les ovales de Descartes, en tout cas il sait le prouver, il le publiera quelques années plus tard, que les ovales de Descartes, ça forme un système double orthogonal. Et donc ce qu'il en déduit, en particulier dans les transferts entre les ovales et les cycliques, c'est qu'elles forment un système double orthogonal. Donc ces courbes-là forment un système double orthogonal. Qu'est-ce qu'il va faire? L'intérêt pour lui, ce n'est pas de disposer d'un système de courbes qui forme un système double orthogonal, c'est d'étendre ça aux surfaces. Pourquoi? Parce que c'est ce que, avant lui, Dupin, Lamé et bien d'autres mathématiciens ont fait. Ça donne lieu à des études dans la théorie de la chaleur, des études dans les lignes de courbure, dans les coordonnées curvilignes, etc. Et donc, c'est un enjeu majeur que de trouver des nouveaux systèmes triples de surface orthogonale. Alors, dans la troisième partie, que je vais peut-être écourter. OK. Donc, je vais tout d'abord m'intéresser à prouver ce que je viens d'affirmer, c'est-à-dire que c'était important, en 1860, pour les mathématiciens, de disposer de nouveaux systèmes triples orthogonales. C'était perçu comme étant un centre de recherche majeur en géométrie à ce moment-là. Alors, qu'est-ce qu'un système triple orthogonal? Eh bien, à partir de la description que j'en ai faite dans le plan, logiquement, on pense que, et c'est vrai, ce sont trois familles de surfaces, telles qu'en chaque point de l'espace, il passe exactement une famille de chaque surface, et ces trois familles s'y coupent à angle droit. La première famille à laquelle on pense, naturellement, ce sont les familles de plans. Les familles de plans parallèles aux x, aux y, aux z. Et donc, on voit qu'en fait, quand on a un système triple orthogonal, en prenant comme paramètre le paramètre de chacune des trois surfaces, ça permet de paramétriser l'espace, et c'est ce qu'on a appelé, pour les plans, les coordonnées cartésiennes. Alors, c'est une manière rétroactive de le voir. Ce n'est pas comme ça que Descartes le voyait. Mais le principal, c'est que cette manière de paramétrer, ça marche pour toutes les familles triples orthogonales. En 1813, et puis plus tard en 1833, Charles Dupin
et Gabriel Lamé vont donner en fait le point de départ de cette théorie, parce que jusque-là, les familles de plans ne revêtaient pas un grand intérêt. En fait, ils montrent que ces familles, qui sont les familles des quadriques homofocales, un ellipsoïde, un hyperboloïde à deux nappes, un hyperboloïde à une nappe, sont justement un système triple orthogonal. Alors, ils vont tous les deux, particulièrement Lamé, donner leur écriture à l'aide d'une seule et même équation, ce qui est à la fois bien pratique pour trouver le degré des surfaces, montrer qu'elles sont algébriques de même degré, mais aussi pour décrire plusieurs propriétés, dont les propriétés focales, auxquelles Darboux va beaucoup s'attacher. En fait, Dupin, on va le voir, s'intéresse à ce genre de surface pour en trouver les lignes de courbure. Lamé, il n'est pas du tout dans cette optique-là au départ. Il rencontre ce système de surface de manière incidente en recherchant à résoudre le problème de la répartition de chaleur dans les corps. Et là, il s'agit en fait de la solution pour les cas particuliers où les corps sont donnés par une enveloppe qui est du second degré. Donc un corps elliptique, un corps à la surface hyperbolique. Alors une fois que ces deux enjeux sont mis en avant, l'enjeu propre lié à la courbure, l'enjeu lié à la physique mathématique pour la théorie de la chaleur, ça devient quelque chose de très important dans les mathématiques du XIXe siècle, de trouver de nouveaux systèmes triples orthogonaux. Donc Lamé va essayer d'étendre, en fait, il ne fait que donner des cas particuliers des familles qu'il a déjà obtenues, les quadriques homofocales. Bertrand rentre dans la danse, il propose de prendre à partir des systèmes doubles orthogonaux, de les étendre dans l'espace en formant des cylindres, en prenant pour méridien les familles de systèmes double plan, et du coup en ajoutant une famille de plans parallèles. Serré, qu'on n'avait pas encore rencontré jusque-là, Joseph Alfred Serré, va se lancer dans quelque chose qui va devenir monnaie courante dans les années 40-50. Tenter d'intégrer complètement, si possible, du moins de donner des résolutions partielles, des systèmes d'équations aux dérivées partielles qui traduisent précisément qu'on a un système triple orthogonal. Donc on a trois familles de surfaces. Ici, il prend les paramètres ρ, mu et nu, et on écrit l'orthogonalité des gradients. Et on essaye d'intégrer comme on peut. Donc ici, Serré va tenter une résolution à variables séparées. Il n'y arrive pas dans le cas général, mais en prenant certaines conditions qui facilitent le calcul, il arrive à déterminer un nouveau système triple orthogonal, formé d'une famille de paraboloïdes hyperboliques ici en bleu, et de deux familles comprises dans une seule et même équation, famille de quartiques, la famille jaune possédant deux nappes qui ne sont pas fermées, la famille verte possédant une nappe fermée. Donc il étend, à nouveau, la notion de système triple orthogonal en donnant un nouvel exemple. L'avantage, c'est que ces deux familles sont algébriques. Le désavantage, c'est qu'elles ne sont pas dans la même équation et elles ne sont pas de même degré. Roberts, qui est un mathématicien irlandais, qui possède un jumeau qui s'appelle Michael Roberts, donc si vous cherchez les travaux de Roberts, il faut se méfier, va tenter la même intégration, mais à partir du système donné en coordonnées directement elliptiques, c'est-à-dire en prenant directement les paramètres des trois surfaces comme nouvelle fonction. Et il va aboutir à aussi une réussite, mais c'est à l'image de la réussite de Serré, c'est dans certains cas particuliers dans lesquels il a pu mener les calculs. Il arrive à une famille composée de cyclides de Dupin parallèles et de séries de cônes de révolution. Il arrive à plusieurs autres systèmes transcendants. Les systèmes transcendants ne présentent pas un grand intérêt. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas déterminer leur ligne de courbure et qu'ils ne peuvent pas nous servir dans la théorie de la physique mathématique. Donc en fait, en 1864, et c'est Darboux qui le dit lui-même, en dehors des quadriques homofocales de Lamé, système ellipsoïde et hyperboloïde, tous les autres systèmes orthogonaux connus sont formés de trois séries de surfaces différentes. Si les trois systèmes sont algébriques, les surfaces ne sont pas toutes du même degré, comme par exemple pour Serré. Quelquefois même, l'un des systèmes est algébrique et les autres transcendants. Donc finalement, on ne connaît pas beaucoup de systèmes triples orthogonaux. Et pourtant, Bonnet nous rappelle que c'est considéré comme problème, comme un des plus importants de la géométrie générale. Que va faire Darboux? Il va prendre les courbes cycliques, leur équation, dont il sait qu'elles forment un système double orthogonal, et il va tenter naturellement d'étendre cette considération aux surfaces en rajoutant un paramètre z dans l'espace. Donc les cyclides, cet objet-là, ce sont les surfaces du quatrième ordre qui, par la position, encore une fois, du x2 plus y2 plus z2, en fait, sont exactement celles qui admettent le cercle imaginaire à l'infini pour ligne double. Le cercle imaginaire à l'infini, c'est l'analogue spatial des points cycliques de Poncelet dans le plan.
c'est-à-dire c'est l'objet à l'infini qui appartient à toutes les sphères de l'espace projectif. Et donc Darboux va faire appel à Serré pour essayer de montrer est-ce que cette famille peut constituer un nouveau système triple orthogonal, ce qui était laissé penser par la propriété qu'en avaient les courbes, les sections planes. Et la réponse est oui. Et c'est ça qu'il met dans son mémoire, qu'il présente à Serré, qui sera présenté à l'Académie des sciences, et c'est ça qui va expliquer toutes les nouvelles portes de recherche qui vont s'ouvrir à lui. Voilà diverses formes que prennent les cyclides de Darboux. Une forme en escargot, une forme en haricot, une forme en beignet, qui est sûrement la plus célèbre. Voilà l'une des manières de générer une cyclide. Donc c'est à l'instar de la génération par enveloppe de cercle pour les ovales de Descartes, les cyclides, en fait, elles sont générées par enveloppe de sphères dont les centres ici parcourent une quadrique. Donc ici, je vous ai mis un hyperboloïde à deux nappes, tout en restant orthogonal à une sphère fixée. Et du coup, cette enveloppe, ça nous donne la cyclide. Et naturellement, par construction, en fait, cette sphère, c'est une sphère qui va laisser invariante la cyclide par inversion. Ça veut dire que la cyclide, c'est une surface analagmatique. Et en fait, des sphères comme ça, il en existe 5 pour une seule cyclide. Bien sûr, la propriété principale, c'est de former un système triple orthogonal. Donc vous voyez ici 3 cyclides, une de chaque famille, le beignet, les oreilles de Mickey et l'œuf de Pâques, qui constituent un système triple orthogonal. Alors, à l'été 1864, voilà tous les problèmes sur lesquels Darboux arrive en ayant mis au jour un nouveau système triple orthogonal. Bien sûr, étudier la géométrie classique et infinitésimale, c'est-à-dire différentielle, de cette famille particulière de surface. Étudier les liens avec la théorie des focales, qui est quelque chose sur lequel je me suis penché, mais je n'ai pas le temps malheureusement de l'évoquer ici. 5 minutes ? Ah ok, 5 minutes. La géométrie des surfaces analagmatiques, c'est-à-dire celles qui sont invariantes par inversion, le lien avec leur génération et le lien avec le nombre de séries de cercles qu'on peut tracer sur ces surfaces. La géométrie des systèmes de sphères, qui est quelque chose qui est bien spécifique à Darboux, qui n'est pas lié à tous les systèmes triples orthogonaux, mais seulement au cas particulier des cyclides, en vertu des propriétés que possèdent les sphères qui laissent invariantes nos cyclides. La théorie propre à l'établissement des systèmes triples orthogonaux, à savoir quelles sont les équations qui régissent la formation de ce type de surface, de famille de surface, et le lien avec les lignes de courbure qui a été engendré par le théorème de Dupin. La théorie de la chaleur, c'est à l'origine comme ça que Lamé avait rencontré ces familles de surfaces. Les cyclides sont-elles des surfaces isothermes? Certainement pas. Sont-elles isothermiques? Quel lien possèdent-elles avec la théorie de la chaleur? Évidemment, chaque nouveau système triple orthogonal donne lieu à une nouvelle famille de coordonnées. Pourquoi? Parce qu'en prenant les 3 paramètres qui coordonnent les cyclides, on arrive à une nouvelle paramétrisation de l'espace. C'est ce qu'on appelle en général les coordonnées curvilignes, qui sont appelées les coordonnées elliptiques quand on prend le cas particulier des familles de quadriques qu'avait découvertes Lamé. Mais il y a aussi le système de coordonnées que Darboux va mettre au jour, lié à l'orthogonalité des sphères ici, et qu'il appellera coordonnées pentasphériques. Et enfin, un problème d'intégration des équations abéliennes par la géométrie. C'est-à-dire que jusque-là, les quadriques homofocales avaient permis à Liouville, Schall, à la suite de Jacobi, de tenter certaines intégrations des équations elliptiques et de comprendre le théorème d'addition d'Abel par la géométrie. Et c'est ce que Darboux va poursuivre avec ce nouveau système de surface. Donc vous voyez que ces différentes théories, elles laissent augurer d'une très belle thèse. Alors, il ne va pas tout entreprendre dans sa thèse, mais la majeure partie. Du coup, je vais m'arrêter là. Encore 3 minutes. Alors, je vais juste vous parler du cas des systèmes triples orthogonaux. Okay, parce que je pourrais parler pendant longtemps encore. Donc, c'est-à-dire, quelles sont les équations qui président à leur formation? Est-ce un cas exceptionnel ou non? Comment construire un système triple orthogonal? Quel est le lien avec les lignes de courbure? Alors, je vais tenter d'aller vite. Donc, au départ, tout vient de Charles Dupin, qui en 1813, donc un brillant élève de Monge, va étudier la courbure des surfaces. Il va donner 2 pistes pour ça. Soit mettre au jour la théorie de l'indicatrice de Dupin.
donc une conique plane qui donne la forme de la courbure des surfaces en chaque point, soit mieux, grâce au théorème qu'il va montrer, considérer chaque famille de surfaces dans un système triple orthogonal. Donc on prend une famille de surfaces et on imagine, ou on crée, deux autres familles pour considérer la famille au sein d'un système triple orthogonal. Et ce que Dupin va montrer, c'est en fait que dans ce cas-là, l'intersection des surfaces mutuelles, c'est toujours les lignes de courbure. Donc c'est très facile d'avoir les lignes de courbure dans une famille de surfaces dont on sait qu'elle est dans un système triple orthogonal. Il suffit de regarder les intersections avec les autres familles de surfaces. Et en fait, Dupin, il propose de donner un aspect général à cette méthode. Quand on a une famille de surfaces, eh bien, ça sera l'affaire du calcul intégral aux différences partielles que de trouver en fait les deux autres familles de surfaces pour que, juxtaposées, on forme un système triple orthogonal. Et pour Dupin, cette considération, elle va de soi. Donc il considère que la formation d'un système triple orthogonal, c'est évident, en ayant à la base une famille de surfaces, en la complétant par deux autres familles de surfaces. On va trouver ce caractère évident dans les 3 premières décennies, après la parution du mémoire de Dupin. Donc, alors, je ne vais pas m'étendre là-dessus. On voit par exemple que Schall pense le prouver, et que Bertrand, en 1843, l'affirme encore. Et pourtant, en 1846, Jean-Claude Bouquet dit « Attention, attention, j'ai trouvé un contre-exemple, je pensais bien que ce n'était pas vrai. » Monsieur Schall, qui pensait avoir donné une démonstration de ce fait-là, n'a peut-être pas donné une attention suffisante à ce théorème parce que sa conclusion me paraît fausse. Et Bouquet, il va parvenir à donner un contre-exemple, et à partir de ce contre-exemple, le parti pris va se renverser. On pensait qu'à partir d'une famille, avoir deux autres familles pour former un système triple orthogonal, c'était quelque chose d'évident. Et en fait, avec ce contre-exemple et avec les travaux ultérieurs de Serré, on va commencer à penser qu'en fait, c'est un fait exceptionnel, très rare, qu'on a eu de la chance de rencontrer pour les surfaces du second degré, mais il se pourrait bien que ça n'arrive jamais, en dehors des surfaces du second degré. Pourquoi? Parce qu'avec une méthode de dénombrement des équations et des constantes, Serré va croire montrer qu'une famille de surfaces, pour être intégrée dans un système triple, doit répondre à deux équations aux dérivées partielles d'ordre 6, simultanément, ce qui en général n'arrive pas. Donc après Serré, on pense que constituer un système triple orthogonal, c'est un fait exceptionnel. En 1862, Pierre Ossian-Bonnet va donner une première réponse. Alors, sa preuve est délicate. Il va employer les angles de l'air, donc la gyration, la rotation, 3 paramètres qui permettent de décrire le mouvement local des surfaces. Et en fait, il va ramener tous les systèmes des équations aux dérivées partielles à une seule équation aux dérivées partielles du 3e ordre, ce qui résout le problème. Et pourtant, étrangement, on n'en entend pas parler. C'est-à-dire que Bonnet annonce ça dans une parution au compte-rendu de l'Académie des sciences comme étant dans un futur travail à paraître, un travail qui ne paraît pas. Du coup, Darboux n'a pas connaissance du résultat de Bonnet et dans sa thèse, il s'intéresse au même problème. Et en fait, ce que Darboux va montrer, c'est que la réponse à ce problème-là, elle doit être en fait intimement liée au théorème de Dupin, qui disait que c'était les lignes de courbure, les intersections des surfaces. Il va montrer que le théorème de Dupin, en fait, admet une extension. Au lieu de supposer qu'on a déjà 3 familles de surfaces mutuellement orthogonales, si on n'en a que 2 et qu'on impose qu'elles se coupent déjà selon leur ligne de courbure, alors en fait, il y aura une 3e famille de surfaces. Donc il suffit d'avoir 2 familles et d'imposer qu'elles se coupent selon leur ligne de courbure. Et grâce à ça, en fait, Darboux va ramener les équations, puisque ça ne dépend plus que de 2 familles de surfaces qui se coupent selon leur ligne de courbure. On prend les équations aux dérivées partielles, on montre qu'elles répondent à une condition d'intégrabilité, et le tour est joué. On arrive à une seule équation aux dérivées partielles du 3e ordre. Et ça montre donc qu'à la fois, c'est un fait exceptionnel dans le sens où quand on prend une famille de surfaces à un paramètre au hasard, elle ne va pas nécessairement répondre à cette condition de dérivation. Par contre, Serré avait aussi tort de penser qu'il s'agissait d'un cas qui se présentait en nombre limité. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a une infinité de manières de répondre à cette équation aux dérivées partielles. Donc la vérité se situait un peu entre les deux. Alors, j'aurais aimé vous parler de la théorie de la chaleur. J'aurais aimé vous parler ensuite
des systèmes de sphères. Je regrette de ne pas pouvoir le faire, parce que c'est magnifique. Je vais quand même vous présenter la conclusion de cet exposé, à partir de l'étude des ovales de Descartes, après les études de Quetelet et de Schall et de Salmon. Darboux, alors qu'il est encore étudiant à l'école normale, parvient à montrer le caractère orthogonal de ces familles de courbes. Il va étendre ses considérations à l'étude des courbes qu'il va appeler des cycliques planes ou cycliques sphériques, qui sont liées aux ovales par des transformations conformes, et donc ces familles de courbes font partie aussi d'un système double orthogonal. La même année, quelques semaines après, il étend cette considération par l'équation cartésienne aux familles de surface et il trouve un nouveau système triple orthogonal, les cyclides, de degré 4. Et ça lui ouvre la porte à de très très nombreux domaines de recherche: théorie des développables focales, intégration des équations abéliennes par la géométrie, théorie de la chaleur, théorie de la courbure, théorie des surfaces analagmatiques, théorie des lignes tracées sur les surfaces, et enfin, théorie des systèmes de sphères orthogonales. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci. C'était un peu long, hein. Exposé coloré pour avoir bien compris l'absence de... Oui. Darboux, il n'est pas frustré, mais parce qu'il se rend compte de ce que vous dites précisément. Et du coup, il fait l'effort d'aller voir ce qui se fait ailleurs. Et parmi ces théories, il y en a une bonne partie qui ne sont pas développées en France. C'est vrai que les systèmes orthogonaux et la théorie de la chaleur, c'est assez franco-français à ce moment-là. Par contre, le cas des développables focales, théorie des focales, ou alors les études sur les systèmes de sphères et surtout les intégrations par la géométrie des équations abéliennes, ça, c'est pas spécifiquement français. Il va aussi reprendre beaucoup de choses en Allemagne, parce qu'à cette époque-là, c'est le boom en Allemagne des études sur les surfaces du 4e degré. Je crois que David Rowe en parlerait mieux que moi. Et donc, il lit et il cite notamment Kummer et tout ce qui se fait à Göttingen, à Berlin. Donc, il n'est pas spécialement frustré, mais je pense que c'est parce qu'il a conscience, justement, qu'il faut aller chercher l'information ailleurs aussi. Donc, il n'y a pas de frustration, mais il y a un effort d'aller voir ailleurs. Il y en a beaucoup. Il y en a une partie, oui. Ouais. Tu en as une précise en tête? Qu'est-ce qu'on peut acheter? Je ne sais pas. C'est vrai qu'il y en a une grande partie qui est effectivement écrite à la fin de sa vie, sauf les rapports sur la géométrie. Après, c'est vrai qu'une grande mine de documents, c'est le fait qu'il a fait son jubilé scientifique. Du coup, c'est en 1912, ça aurait dû être en 1911, mais sa femme meurt en 1911, alors il le décale. Et donc, effectivement, il y a beaucoup de citations. À ce moment-là, il y a beaucoup de discours qui racontent l'enfance de Darboux, et effectivement, c'est possible qu'il y ait certaines reconstructions. Je ne peux pas l'évaluer. Bien sûr. Ouais, pas du tout. Pas du tout. À tel point que moi, qui n'y connais pas grand-chose, eh ben, j'ai absolument pas eu à travailler ça pendant ma thèse parce que ça, je ne l'ai pas du tout rencontré. Donc, absolument pas. Il y a eu la géométrie de Riemann. Oui. Pas du tout, non.
Ok. D'accord. Ok. Alors pour la première partie de la remarque, je peux ajouter qu'il découvrira la thèse de Riemann que quand elle sera publiée en Allemagne. Alors je crois que c'est au début des années 70. Oui. Voilà. Et à cette époque, il sera effectivement intéressé à essayer de donner une diffusion nouvelle aux travaux de Riemann en France, surtout grâce à son acolyte Jules Well, avec qui il va fonder le bulletin. Peut-être qu'on reviendra là-dessus un peu plus tard. Mais c'est sûr que pendant les années 1860, non, il est complètement étranger à ce qu'a fait Riemann. Oui. C'est pas Darboux qui le dit, c'est les élèves qui ne connaissent pas le nom des examinateurs. Ça veut dire que Darboux, bon, ouais. Oui, oui. À part Montpellier? Non. Les examinateurs, c'est les mêmes pour tous. Oui, c'est les mêmes pour tous. Oui, tout à fait. Ouais. Oui, c'est pas une surprise. Hein. Oui, ouais, tout à fait. Ouais. Oui. Oui, oui. Tout à fait. Oui, oui. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est ce qui rendait faisable le mécanisme de la tournée. Il y en avait une douzaine hors de Paris. Je propose de remercier à nouveau. Merci.